Bon, décortiquons un peu tout ça aujourd'hui. Parce que d'un côté, on a une horloge cosmique implacable, le fameux Big Bang, 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique. Ouais, le temps scientifique, la grande échelle, quoi. Voilà. Et de l'autre, on a cette horloge traditionnelle, très ancienne, ancrée dans des textes millénaires, qui démarre super brusquement en l'an moins 3760. C'est précis, hein. Ah bah c'est chirurgical. Et à première vue, ça fait un carambolage frontal. Du coup, aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur de cette friction. L'idée, c'est pas de faire un cours d'histoire barbant, mais de briser une illusion hyper tenace. L'illusion du vide temporel. Exactement. Cette impression que les grands récits de la Bible se déroulent dans une sorte de dimension parallèle, tu vois. Un vide magique qui flotte complètement au-dessus de la réalité. Pour nous guider, on s'appuie sur le document Chronos, le temps de la Bible de Thierry Minskowski. Un texte hyper riche au passage. Vraiment. Et la mission de notre analyse d'aujourd'hui, elle est claire. Reconnecter cette ligne temporelle, d'Adam jusqu'à la naissance du judaïsme rabbinique, avec la grande histoire mondiale, c'est-à-dire le Big Bang, les empires, l'Égypte, Rome, Rome et tout le reste. Ce qui est fascinant ici, en fait, c'est le vertige qu'on ressent quand on superpose les deux calques. Ouais, c'est l'analogie du film, non? Tout à fait. C'est comme regarder un film où les personnages principaux sont nets, super bien filmés, mais l'arrière-plan est complètement flou. Et là, on fait la mise au point sur l'arrière-plan. On imagine toujours Abraham seul dans le désert, sous les étoiles, avec son petit troupeau, totalement coupé du monde. Un peu le cliché du patriarche isolé, quoi. Bah ouais. Mais la réalité archéologique, c'est que pendant qu'il marchait dans ce désert, il y avait des empires colossaux en Mésopotamie, des civilisations qui géraient des économies d'une complexité dingue. Genre avec des impôts et tout? Mais oui, des registres fiscaux en cuniforme, des armées régulières, des villes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. L'histoire biblique, elle n'est pas du tout dans un vase clos. C'est un rouage imbriqué dans un monde déjà super vieux et politiquement dense. C'est fou de le voir comme ça. Et du coup, pour comprendre comment ces deux histoires s'emboîtent, faut commencer par le commencement, la façon dont le temps est mesuré au tout début du récit. C'est là qu'on se cogne contre le problème des deux horloges. Ah, la fameuse confrontation science et tradition. Ouais, parce que côté science, le consensus est hyper clair. La Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Et Homo sapiens, biologiquement parlant, il est là depuis à peu près 300 000 ans. On est d'accord. Sauf que, de l'autre côté, si on prend le Seder Olam, donc le grand traité de chronologie rabbinique, Adam débarque en moins 3760. Quand on lit ça aujourd'hui, le premier réflexe, c'est de se dire il y a un bug mathématique là. Si Sapiens a 300 000 ans, Adam, c'est pas le patient zéro de l'humanité. Ces deux chronologies, elles s'opposent pas vraiment, elles opèrent juste sur des fréquences radicalement différentes. Des registres différents, tu veux dire. Exactement. La science, elle te décrit le comment, l'évolution matérielle, génétique, comment le corps humain s'est retrouvé à marcher dans la savane. Le texte biblique, lui, s'en fiche un peu de l'anatomie. Il explore le pourquoi, la signification d'être humain. Attends, si je suis cette logique, j'ai une analogie en tête. C'est un peu la différence entre fabriquer les pièces d'un ordinateur en usine et le moment où tu appuies sur le bouton Power pour installer le logiciel. Ah, j'aime beaucoup cette image, ouais. Parce que l'évolution, ça serait la fabrication du hardware. Ça prend des millions d'années de faire la dipédie, le cerveau, tout ça. Et Adam, c'est pas la construction de la machine, c'est le jour précis où on installe le système d'exploitation de la conscience. C'est très juste. L'installation de l'OS moral, en quelque sorte. Adam, ça représente le seuil où on bascule. C'est plus juste une existence naturelle, animale, de survie. Ça devient une humanité porteuse de sens, avec une conscience historique, une capacité de nommer les choses, et surtout la responsabilité de ses actes. Et une fois que cet OS de la conscience est installé, l'humanité commence à utiliser son outil le plus puissant, le langage. C'est là que l'histoire s'accélère, non? Complètement. Le langage permet de s'organiser. On passe la révolution agricole il y a environ 12 000 ans, on sédentarise, et bim, vers moins 3500, les premières grandes civilisations urbaines apparaissent en Mésopotamie. Et c'est là qu'on arrive au grand récit, genre Noé et Babel. Le texte nous dit que Noé, c'est vers moins 2700. Et la tour de Babel, un peu après. D'ailleurs, Babel, moi, on m'a toujours vendu ça comme une fable pour enfants, quoi. La fameuse punition divine parce que les hommes sont trop orgueilleux. Voilà. Ils construisent une tour trop haute et paf, on mélange les langues. Mais le document de Minkowski change totalement cette vision. En fait, c'est pas qu'un mythe moral, c'est une condensation narrative d'un vrai phénomène historique.
Les anthropologues savent que la diversification des langues, ça prend des millénaires. Le texte biblique, lui, il prend ce très long processus de division de l'humanité et il en fait une image choc. Ouais, c'est là où je trouve ça brillant. Le texte utilise littéralement un bouton d'avance rapide. Au lieu de nous pondre un manuel de sociologie hyper chiant sur l'évolution linguistique, il nous donne cette image de la tour pour expliquer un basculement géopolitique majeur. Et la tour en question, c'est pas n'importe quoi. C'est une référence directe aux ziggourats mésopotamiennes. Ces espèces d'immenses pyramides à degrés, c'est ça. C'est ça, le centre du pouvoir des premières grandes villes. Babel, c'est le passage d'une humanité unifiée et nomade à un monde pluriel, écrasé par des empires urbains qui tentent d'uniformiser la pensée. C'est une critique politique en vrai. Mais du coup, en parlant de ce bouton d'avance rapide, il y a un énorme piège de lecture, l'illusion d'optique dont on parlait au début. Quand on lit le texte, on a l'impression que tout s'enchaîne en 2 semaines. Chapitre 1, Adam. Page suivante, le déluge. Et hop, Abraham. Mais les vrais chiffres sont vertigineux. Ah oui, l'étirement du temps est massif. J'ai halluciné en voyant ça. Il y a environ 1800 ans entre Adam et Abraham. Et encore 600 ans entre Abraham et Moïse. Ça fait 2400 ans d'Adam à Moïse. C'est plus long que le temps qui nous sépare de Jules César. Ça remet les choses en perspective, hein. Carrément. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire sur la façon dont le texte est écrit? S'il zappe 800 ans entre Noé et Abraham, c'est qu'il fait un tri sélectif de malades. Il ignore des millions de gens qui vivent à la même époque. C'est une question centrale. Ce récit n'est pas une encyclopédie universelle. Il sélectionne uniquement ce qui porte du sens pour la transmission de cette ligne narrative précise. Le reste est coupé au montage. Un gros best-of, en gros. Mais comment on gère le truc de la longévité extrême? Genre Adam qui vit 930 ans, Mathusalem. C'est compliqué à faire rentrer dans la réalité biologique. C'est un outil littéraire. Puisque le texte doit enjamber d'immenses périodes, ces fameux 2400 ans, il utilise ces vies de plusieurs siècles pour créer une continuité narrative, pour qu'il y ait moins de maillons dans la chaîne généalogique. Ah, malin. Et ce qui prouve que c'est symbolique, c'est que plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de l'histoire documentée, et plus la longévité baisse. Après le déluge, ça chute. Quand Abraham arrive, on rentre dans un temps historique réaliste. Et justement, quand Abraham entre en scène, vers moins 1900, on disait tout à l'heure, le monde n'est pas vide. Il y a des gens entre 20 et 30 millions d'êtres humains sur Terre. Avec des routes commerciales, des temples polythéistes très structurés. C'est ça, ils débarquent pas dans un no man's land. Et cette petite famille, Abraham, Isaac, Jacob, elle évolue sur cet échiquier très peuplé. Inévitablement, ils vont se heurter aux superpuissances du coin, surtout l'Égypte, vers moins 1650, avec Joseph, à cause d'une famine mondiale. Une vraie crise climatique qui provoque une migration. Et là, c'est le glissement d'une lignée familiale à un groupe minoritaire au sein d'une méga structure impériale. L'Égypte de l'époque, c'est pas rien, c'est l'hyperpuissance absolue. Et ça nous amène à Moïse et à l'Exode vers moins 1300. Cette petite famille est devenue une population massive et esclave qui finit par s'enfuir. Et là, il y a l'épisode des 40 ans dans le désert. Une période de marche absolue. Ouais, j'ai eu une nouvelle image pour ça. On voit souvent ça comme un temps suspendu, une punition, mais en lisant l'analyse, je me suis dit, c'est un incubateur géopolitique géant, non? C'est une excellente façon de le formuler. Parce que pendant ces 40 ans, le monde continue de tourner. Mais eux, ils se sont retirés de l'échiquier mondial. Une génération entière hors réseau, le temps d'apprendre à être un peuple souverain, avec des lois, avant de revenir dans la partie. C'était vital. Passer directement de l'esclavage égyptien à la conquête militaire d'un territoire, ça aurait été un désastre sociologique. La génération née dans la soumission n'avait pas l'architecture mentale pour fonder un État. Le désert, sans ville, sans filet de sécurité, ça a forcé la création d'une nouvelle structure collective. Un reboot complet avant d'entrer en terre d'Israël, vers moins 1260. Sauf qu'une fois de retour sur la carte géographique, faut jouer au même jeu de pouvoir toxique que les voisins. On passe la période des juges, très chaotique, l'âge du fer, les conflits avec les Philistins. La fragmentation pose un risque mortel, donc ils finissent par se centraliser. Voilà. On arrive à la monarchie. Saül, David, Salomon. Le premier temple vers moins 970. L'apogée, quoi. Mais ça dure pas. Le royaume se divise en deux, Israël et Juda. Et là, le rouleau compresseur des empires antiques se met en marche. La géographie reprend ses droits. Ce territoire, c'est le couloir incontournable du Moyen-Orient. En moins 722, l'Empire assyrien détruit le royaume du Nord. Et les Assyriens, c'est pas des tendres. Leur technique, c'est la déportation massive. L'effacement culturel pur et simple.
les fameuses 10 tribus perdues. Exactement. Et ensuite, c'est au tour du royaume du Sud, Juda. En moins 586, Babylone rase Jérusalem, détruit le temple de Salomon et exile la population. Et ça, faut qu'on s'y arrête 2 secondes. Être conquis et perdre son temple dans le monde antique, c'est normalement la fin de l'histoire. Game over. Ton dieu est vaincu, ton peuple disparaît. Mais le paradoxe, c'est que cette destruction a été le catalyseur de leur survie à long terme. J'ai eu un flash en lisant ça. C'est l'histoire d'un cloud. Un cloud développe, c'est intéressant. Imagine que le temple et le territoire physique, c'est un disque dur. Un disque dur hyper précieux, mais vulnérable. Les Babyloniens le détruisent à coups de marteau, mais au lieu de tout perdre, l'identité a été entièrement transférée, sauvegardée, dans le cloud. Dans le texte, l'étude, la loi. C'est une métaphore parfaite. Face à la perte du centre physique, le système est devenu mobile. Ils ont décentralisé leur identité. La patrie n'était plus sous leurs pieds, elle était dans les parchemins qu'ils emportaient avec eux. C'est le début d'un processus qui va sauver ce peuple. Parce que les empires continuent de défiler, après. Les Perses permettent un retour et un second temple. Puis à la domination culturelle grecque, l'hellénisation. Et là, la menace est plus douce, mais tout aussi mortelle. L'assimilation par la culture, les gymnases, la philosophie. Ça mène à la révolte des Maccabées en moins 167. Jusqu'à l'arrivée du boss final de l'Antiquité, l'Empire romain. Et en l'an 70 de notre ère, Rome détruit ce second temple. Et là, c'est définitif. Fini les sacrifices, fini le centre physique. Et ce téléchargement dans le cloud, il devient la seule réalité avec la naissance du judaïsme rabbinique. Le triomphe de la transmission sur la géographie. Les prêtres laissent la place aux sages, le sacrifice animal est remplacé par l'étude des textes, ce qui deviendra le Talmud. L'identité devient indestructible parce qu'elle n'a plus besoin de frontières pour exister. Et c'est une leçon magistrale de résilience humaine, franchement. Surtout dans notre époque actuelle, avec la surcharge d'informations, les crises constantes. Comprendre comment une identité a pu s'adapter et survivre sans état pendant 2 millénaires, ça remet les idées en place. Le temps n'est pas qu'une mesure, c'est vraiment la dimension de la continuité. La grande leçon, c'est que pour survivre, il ne faut pas rester figé. Il faut savoir réinventer son support tout en gardant son essence. Ouais. Et ça mène d'ailleurs à une dernière pensée vertigineuse posée par le document. Si la grande adaptation de l'Antiquité, ça a été de transférer la mémoire du monde physique vers les textes écrits pour survivre, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Avec la révolution de l'intelligence artificielle. En pleine dedans, on est en train de déléguer notre propre mémoire, et pire, notre capacité d'étude et d'analyse à des algorithmes et des serveurs. Si le transfert vers le texte a sauvé l'humanité antique, comment cette nouvelle externalisation vers l'IA va forcer l'humanité à réinventer, encore une fois, sa façon de préserver son identité? C'est une question vertigineuse en effet. Le support change encore. Une question laissée en suspens, pour prolonger la réflexion de chacun. L'arrière-plan de l'histoire est soudainement beaucoup moins flou, n'est-ce pas? Merci d'avoir suivi cette exploration approfondie de Chronos, et à très vite pour une nouvelle plongée dans les idées qui façonnent notre compréhension du monde.